Le monde progresse-t-il? Alors, les organisateurs ont vu grand, hein, donc responsabilité de répondre à une telle question. Et c'est vrai qu'on peut légitimement s'en poser ce type de questions, puisque, après tout, on vit beaucoup plus vieux. Est-ce qu'on vit en meilleure santé pour autant? On le verra peut-être. On ne tolère plus la maltraitance et la discrimination, et c'est un progrès formidable. On pose que le droit aujourd'hui prime sur la force. On est matériellement, en tout cas en théorie, plus riche. La famine recule, la pauvreté, semble-t-il, d'une manière globale aussi, mais on n'a jamais eu autant de conflits meurtriers, de nouvelles menaces invisibles prolifèrent, la pollution, la disparition des espèces, le rythme de vie désynchronisé, des maladies discrètes qu'on recherche, les disparités de distribution dans les ressources financières et physiques qui s'accentuent. Bref, est-ce que le progrès, en tout cas celui que mesurent les économistes, est un concept réellement robuste? Est-ce que c'est une invention moderne qui est liée au développement simplement récent des sciences et des techniques? Est-ce qu'on peut assimiler progrès et puis confiance dans l'avenir face à une idée de déclin qui a été prévalente jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité, en tout cas si on la regarde de très loin? Bref, beaucoup de questions nous sont posées et on n'a évidemment pas l'ambition de faire le tour du problème. En tout cas, on a l'ambition avec vous, avec votre participation tout à l'heure, puisque vous aurez la possibilité de poser des questions au panel, d'essayer d'apporter des éclairages les plus pertinents possibles. Alors, pour y répondre, nous avons ici aujourd'hui en votre présence Emmanuel Quilès, qui apportera un regard aiguisé sur ce que peut et pourra signifier progrès en matière de santé. Éric Orsena, lui, la santé, il s'en moque un peu, il est immortel, mais il va quand même conduire une réflexion, nous l'espérons, où progrès, science, espérance de vie et autres concepts sont étroitement imbriqués. Cédric Villani est l'un des grands mathématiciens de notre temps. Alors il va nous guider sur les attentes que nous pouvons avoir en matière de science. Carl Bennett, qui est ici avec nous, qui arrive du grand froid. Il doit avoir très chaud aujourd'hui, Karl, c'est notre ami scandinave. Il est présent partout en Europe et il a un regard extrêmement aiguisé sur ce que peut représenter pour la jeunesse le concept de progrès. Cyril Garcia, lui, ausculte l'évolution des rapports au travail de nouvelle génération, où est-ce qu'elle recherche le progrès, une certaine idée du bonheur. Et puis Jean-Marc Borrello, l'un des acteurs les plus dynamiques en Europe de l'économie sociale et solidaire. Et puis vous avez bien sûr, en bout de table, de l'autre côté géographiquement de cette table, le grand architecte de cette session, Pierre Dockès, qui a structuré l'ensemble de nos travaux et qui nous en donne tout de suite la trame. Pierre, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Après cette présentation générale, beaucoup de choses sont déjà dites. La question est une question un peu précise quand même. Le monde progresse-t-il? Si je répondais oui ou si je répondais non, vous seriez quand même très étonné. La seule chose qu'on peut faire, c'est noter déjà au départ un certain nombre de paradoxes. En tout cas deux, puisqu'on n'a pas énormément de temps. Le premier paradoxe auquel je pense, c'est que il n'y a pas de progrès sans croissance et pas de croissance sans progrès. Et pourtant, la croissance peut être en parfaite contradiction avec le progrès. Il y a des croissances, indéniablement, qui vont, et nous en parlerons tout à l'heure, dans un sens opposé à ce que la plupart des hommes considèrent comme un progrès. Donc, ceci dit, dans notre système économique tel qu'il fonctionne, il est clair qu'on ne peut pas avoir de progrès sans croissance. Ça me fait penser un peu à l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais bon, ça peut aider. Et il en va de même pour la croissance. Sans croissance, il est difficile d'avoir du progrès. Et sans progrès technique, il est difficile d'avoir de la croissance. Et de façon plus générale, sans accroissement de la productivité, il est très difficile d'avoir de la croissance. Ceci dit, le deuxième paradoxe qui nous ramène aux années bénies qu'on a appelées les 30 Glorieuses, je pense, revenir carrément à l'année 1957. En 1957, le très grand Robert Solow
avait mis au point une analyse de la croissance qui, à cette époque, était particulièrement élevée aux États-Unis, en Europe et plus encore au Japon. La France, c'était tout à fait spectaculaire. Rappelons-nous, enfin, en tout cas à travers les livres d'histoire, le taux de croissance en France, dans les années 60, frôlait avec les 6%. Les États-Unis, autour de 5%. Le Japon était au double. Et Solow s'est posé la question de savoir d'où ça venait. Parce qu'on était tout à fait étonné devant de tels chiffres. Et il a inventé le concept de résidu, à qui on a donné son nom, un résidu exogène qui correspondait à 80% de ces 6 ou 5% qui étaient inexpliqués, qui étaient exogènes, qui tombaient en quelque sorte du ciel. Et les économistes ont réfléchi longuement pour savoir d'où ça venait, ces 3 ou 4% inexpliqués qui étaient dans le résidu. Alors ils se sont posé des questions très, très diverses. Ils se sont demandé si c'était le progrès des machines, de la qualité de la technologie, si c'était la combinaison productive, si c'était l'amélioration de la capacité des hommes, si c'était le progrès de l'éducation, le progrès des connaissances. Tout ça, il restait quand même un mystère. On n'arrivait pas à réduire le résidu en ce sens que 2%, par exemple, étaient à peu près inexplicables. 50 ans passent et on s'est retrouvé au début du XXIe siècle avec des taux de croissance qui étaient beaucoup plus faibles. Et ces taux de croissance qui étaient particulièrement faibles, il a fallu les expliquer. Et on a repris en sens inverse les explications qui avaient été données. Bien, on s'est dit, le progrès technique a plus les mêmes qualités, mais pas du tout. On a finalement un progrès technique tout à fait exceptionnel à cette période. Progrès des connaissances, il est tout à fait spectaculaire. Dès lors, on s'est mis à repenser en termes de ce qu'on a appelé la stagnation séculaire. Un mot qui était indiscutablement quelque peu exagéré parce qu'il est difficile de savoir ce qui se passera dans un siècle. Toujours est-il qu'on a essayé de retrouver les mêmes éléments qui avaient été ceux de Solow, mais en sens inverse. Le point sur lequel je voudrais intervenir plus précisément est le suivant. Une des raisons pour lesquelles on a pu observer une telle chute de la productivité, ou plutôt du taux de croissance de la productivité globale des facteurs. Une des raisons, c'est la disparition de la croyance au progrès. Et je voudrais insister sur l'idée que la croyance au progrès est en elle-même un facteur de progrès. Et ajouter que ce n'est pas une donnée, la croyance au progrès, c'est quelque chose qui est né à un certain moment. Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, alors même qu'avait disparu la notion qui était une notion de l'Antiquité de l'histoire cyclique, l'histoire fléchée, telle que le christianisme l'avait produite, était une histoire de la chute, c'est-à-dire que les hommes pensaient l'avenir comme une chute perpétuelle. Et dans une telle situation, il était particulièrement difficile, évidemment, d'envisager des innovations, des croissances. Bon, très bien. Ce n'est qu'à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, il y a eu cette bascule qui fait que les hommes ont pensé et ont cru au progrès. Bon, le 19e siècle n'a pas produit tous les résultats que l'on pouvait espérer au XVIIIe. On espérait les progrès de l'esprit humain. Il y a eu un progrès indéniable sur le plan technologique. Quant au progrès de l'esprit humain, c'était une autre espérance. Mais, et je vais terminer là-dessus, à partir des événements gravissimes du début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir en particulier et particulièrement de la guerre de 1914 et de la grande crise des années 30, a monté peu à peu l'idée du déclin. Et je voudrais citer le nom d'Oswald Spengler, qui a été le grand penseur du déclin et qui a en particulier inspiré Joseph Schumpeter, qui est pourtant pensé toujours comme l'homme de la destruction créatrice.
mais qui est un des penseurs spenglériens de son temps. Et cette pensée du déclin, elle est venue nous contaminer, tout particulièrement en France. Et c'est cette croyance au déclin ou la non-croyance au progrès qui est un danger extraordinaire pour le progrès lui-même. Je m'arrête ici. Merci Pierre. On va, Éric Orsenna, si vous le voulez bien, on peut avec vous essayer de poursuivre dans cette ligne, dans la trame que vient de dessiner Pierre. Est-ce qu'il faut s'imaginer en danger finalement avec ce concept de progrès ? Voilà. Je voudrais essayer de répondre à deux petites questions. Pour qui le progrès et par qui et comment le progrès ? Pour qui le progrès ? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a entendu dans cette première et très très riche table ronde sur les inégalités sociales, territoriales, les concentrations, mais réfléchir à la question, quelles sont les personnes en cause ? Quels sont au fond les sujets du progrès ? Alors, il y a deux lignes. La première ligne, c'est un développement, un progrès en termes de maîtrise. Ce qu'on voit par exemple dans le domaine de l'énergie avec des consommateurs qui deviennent des acteurs, des conso-acteurs, parce qu'ils sont plus de maîtrise plutôt qu'avoir une énergie qui dégringole sur eux grâce au numérique. Et si on va à l'autre extrémité, on s'aperçoit que la relation qu'on a avec notre planète, c'est d'être moins dans l'absolu dédain ou la maîtrise absolue que essayer de barrer cette planète comme un bateau et en devenant ce beau mot devenant géonaute. Donc il y a un progrès de maîtrise au lieu de juste de constater les choses. Mais en même temps, il y a un accroissement de la dépendance. Je vois ma vieille petite maman, ça fait 4 ans qu'elle est Alzheimer. Qu'est-ce qui reste d'elle ? Qu'est-ce qui reste d'elle ? Métabolisme au ralenti, 31 kilos, ça peut durer un temps indéterminé. Qu'est-ce qui survit en elle ? Qu'est-ce qui survit d'elle ? De quelle vie s'agit-il et quel est ce progrès ? Et la cartographie, dans un premier temps, est celle-ci entre l'articulation entre la maîtrise et la dépendance. Avec la question traditionnelle en révolution, puisque c'est en révolution accélérée, au pluriel, accélérée et concomitante que nous nous trouvons. Que doit-il, c'est la vieille phrase de Salinas, l'aristocrate du Guépard, que doit-il changer pour que l'essentiel demeure ? Quand on change tout, qu'est-ce qui va demeurer et qu'est-ce que c'est que l'essentiel ? Première remarque. Deuxième remarque, par qui le progrès ? Alors il se trouve que dans cette mission qui me passionne d'ambassadeur de l'Institut Pasteur, je me promène dans les laboratoires. Et ma dernière promenade, c'est dans le laboratoire de Thomas Bourgeron, qui est un de ceux qui est le plus en avance dans le repérage des gènes et des combinaisons de gènes qui sont responsables de l'autisme. Et j'ai vu dans ce labo d'une vingtaine de personnes à la fois l'interdisciplinarité absolue, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de traitement de la donnée, des généticiens, des épigénéticiens, l'interaction avec l'environnement, et de la visualisation des données. Et on s'aperçoit qu'il fallait énormément de savoir articulé, énormément d'argent, en posant la question des data, et le lien entre les data et les pharma, bien sûr. Comment on articule ? Et l'énorme progrès, ça a été de passer à 10 cerveaux disponibles, de malheureux gamins qui étaient atteints de cette maladie et qui étaient morts, à 100 000 cerveaux. Donc ça veut dire l'interdisciplinarité, énormément d'argent. D'où les 3 étapes vis-à-vis de la science qu'on peut comprendre. 1,
c'est très compliqué, mais on va quand même participer. C'est la science participative. Deuxièmement, c'est compliqué, mais je vais donner mon opinion, même si j'y connais rien. Et là, la presse est responsable parce que, comme il y a de l'argent, on dit vous avez des conflits d'intérêts et c'est la théorie du soupçon. Donc, à ma droite, j'ai un prix Nobel, mais avec conflit d'intérêts. À ma gauche, j'ai un ignorant, et donc enfin de la fraîcheur. Donc, monsieur l'ignorant, donnez des leçons de savoir au prix Nobel. Avec cette extraordinaire situation du net, où on est à la fois dans l'obscurantisme le plus fou, avec la transparence volontaire la plus déchaînée. Troisièmement, troisième étape, en avançant vers le pire absolu, c'est le faux. Puisque, comme vous savez, depuis Valéry, tout ce qui est simple est faux, tout ce qui n'est pas simple est inutilisable, on préfère le faux. Donc on avance vers l'irrationnel. Et l'irrationnel se traduit évidemment en politique. On a vu au moins 40% des Français ont voté pour le faux. Parce que c'était simple. Parce que c'était simple. Alors comment on fait? Dernier point en conclusion. Alors, deux petites questions. La première, c'est, en citant le maître Malien, ce que nous allons apprendre, vaudra-t-il ce que nous allons oublier? Et deuxième question, et pardonnez le jeu de mots, est-ce que ce n'est pas la fin des égos remplacée par les algorithmes? Mais merci. Merci Eric, merci aussi pour le tacle pour les journalistes, c'est sympa. Donc mais on va continuer à progresser aussi, on va essayer de se cultiver un petit peu plus. Cédric Villani, vous-même, là, vous avez été mis tout de suite sur le devant de la scène par Éric Orsena, puisqu'il y a cette espèce de profusion de savoir indispensable qu'il vient d'évoquer à travers les laboratoires les plus pointus. Et finalement, comment maîtriser autant de savoir? Comment être sûr, finalement, que ce que vous êtes en train d'apprendre vaut ce que vous êtes en train d'oublier? Grande question. Merci pour petite réponse, hein. Démarrage. Petite réponse, oui, mais il y a un contrôle du temps, n'est-ce pas, qui est fait. J'ai toujours tendance à être trop bavard. Alors, on va continuer en disant que, ouais, on peut se convaincre quand on regarde les choses sur de grandes échelles de temps que, globalement, le monde progresse. Mais il y a plein d'inhomogénéité dans cette progression. Et il faut s'imaginer... Comme quand vous avez l'écoulement d'un fluide, vous savez, si vous donnez une impulsion au départ à votre fluide dans une grande bassine, que viendra le jour où il va s'arrêter. Mais entre-temps, ça va passer par toutes sortes de turbulences. Et localement, il peut donner l'impression que c'est tout le contraire qui se passe. Pour voir des très grandes inhomogénéités au niveau de société, au niveau intellectuel ou tout ce que vous voulez, un des meilleurs moyens qui soit, c'est d'aller faire un voyage en Inde. Ça m'est arrivé, c'était l'an dernier, c'est exceptionnel parce que vous voyez tous les extrêmes qui cohabitent. À Mumbai, vous avez les trucs les plus délirants de luxe inouï, à côté les gens qui dorment dans la rue, qui n'ont absolument rien d'autre qu'un petit matelas et qui utilisent l'eau des égouts. Vous allez dans le Bengale et vous voyez un peu partout des affiches à la gloire des grands penseurs de Rabindranath Tagore ou de Ramanujan pour les mathématiciens ou ce que vous voulez. Et en même temps, quand vous lisez les journaux, vous voyez qu'ici et là, un peu partout en Inde, il y a des gens qui se font tuer pour commercialiser de la viande, des histoires incroyables qui se passent. Vous allez faire un tour sur les magnifiques bords du Gange et vous voyez des somptueux palais et en même temps des trucs inouïs de saleté parmi les rivages les plus sales que vous pouvez voir dans le monde, recouverts de déchets de plastique et de tout ce que vous voulez. Et je me souviens de la discussion avec un de mes hôtes à ce moment-là, parlant justement du plastique. Eh bien oui, quand le plastique a été inventé, c'était un progrès extraordinaire. Et on s'est dit, voilà, la science qui va nous permettre de faire des productions qui va changer la vie. Et maintenant, le plastique, oui, on le lit partout, mais on le maudit sans arrêt. On sait qu'il forme une pollution dans les océans qui est impossible à gérer. Il se retrouve partout en déchets. C'est indestructible. C'est venu absolument partout. Et le progrès est venu avec quelque chose qui
qui semble une régression et il vient avec beaucoup d'inhomogénéité. Il faut ajouter que, bien sûr, quand on se demande est-ce que le monde progresse, c'est différent de se demander est-ce que la société progresse, ou est-ce que l'environnement progresse, ou est-ce que l'individu progresse. Et souvent, vous avez aussi des phénomènes de transfert de l'un à l'autre, et ça reprend tout à fait ce que disait mon voisin à la fin de son intervention. Prenez un exemple qui a été un progrès phénoménal dans notre façon de transmettre les choses au niveau de la société, l'invention de l'écriture. Quand l'écriture commence à apparaître, Socrate, qui n'était pas un idiot, explique l'écriture, ça va être une chose terrible et ça va apporter une grande régression parce que les gens vont faire confiance à l'écrit plutôt qu'à leur mémoire, parce que vous allez avoir des textes qui ont été écrits pour un usage qui vont se retrouver hors contexte et ça provoquera des contresens, et puis parce que les gens, au lieu de redécouvrir les choses par eux-mêmes, se fieront à des cours qu'ils liront. Et on peut dire, dans une certaine mesure, tout ce qu'il avait dit était vrai. Et la mémoire que nous avons, nous, ne fait pas le poids par rapport à la mémoire de quelqu'un qui a été entraîné sans l'écrit. D'ailleurs, il suffit de voir, comparer notre mémoire à celle de la plupart des personnes non-voyantes pour voir à quel point la nôtre est sous-utilisée. Donc, au niveau de l'individu, certaines facultés, il y a eu une régression très claire. Et globalement, la société en a profité. On a eu une qualité d'expérience qui a été rendue possible, des tas de choses qui se sont ouvertes qui étaient juste impossibles sans l'écriture. Exactement le même débat est en train de se faire avec la révolution numérique et petit à petit, on est en train de perdre certaines de nos facultés au profit de facultés qui se retrouvent au niveau du numérique. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir particulièrement peur puisque c'est inéluctable, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est partout, même dans le métier de mathématicien. Par exemple, un mathématicien d'il y a 200 ans savait faire des calculs remarquables et c'est hallucinant quand on voit les grands mathématiciens du passé, Euler et Gauss, la façon dont ils faisaient leurs calculs. Maintenant, ça n'existe plus. Pourquoi on ferait des calculs? Les ordinateurs savent le faire à notre place, on se concentre sur des raisonnements. Il y a eu une perte par rapport à ça. Est-ce qu'on s'en porte plus mal? Non. On a concentré notre effort sur autre chose. Il y a eu une époque où les gros calculs étaient faits dans des hangars immenses par des milliers de femmes, la plupart du temps c'était des femmes qui tapaient sur des machines, passaient un papier à leur voisine qui continuait le calcul. Ça a disparu radicalement. Et on n'en trouve plus de ces profils qui savent faire les calculs. 2 minutes, ouais, je suis foutu, comme ce matin. Et on va continuer. Alors, en même temps, des pertes qui se font et un sentiment, petit à petit, on sent, après une phase euphorique par rapport à une nouvelle technologie, on se rend compte de ça et arrive une phase d'interrogation. J'étais à la dernière conférence TED à Vancouver. Vous savez, le grand rendez-vous où vous trouvez un certain nombre d'entrepreneurs, de politiques, de milliardaires, de chefs d'influence, tout ce que vous voulez. C'était très frappant de voir comment, quand vous compariez par rapport à 2 ans, l'ambiance était passée au scepticisme par rapport à la technologie. Et un discours ambiant de nombreux orateurs, faites attention à la technologie. Ce truc-là n'est pas neutre, il essaie de prendre votre attention, il essaie de manger votre temps de sommeil, votre temps de concentration, votre libre arbitre, et ça se succédait comme ça. Un discours, faites attention à la technologie. Et ça, c'est en progrès, c'est clair, mais il faut faire attention au progrès par rapport à nous aussi. Rôle subjectif du progrès, ça va être ma ligne suivante. Le progrès, ce n'est pas juste d'avoir plus de richesse, plus de technologie, plus de facilité, plus de tout ça. C'est aussi la fierté que vous avez par rapport à ça. Exemple d'école remarquable, voyez ce que la civilisation a apporté aux Indiens d'Amérique. Quand je dis civilisation, c'est un terme évidemment qu'il faut prendre avec énormément de pincettes, en tout cas ce que la colonisation occidentale a apporté. Beaucoup de matériel, beaucoup de facilité, beaucoup de technologie, beaucoup de tout, et plein de dépression, plein de désespoir, plein de tout ce que vous voulez. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas maître et possesseur des choses, de la technologie, tout ce qui vous arrive, ça ne va pas. Ce n'est pas un progrès. Dans le progrès, il y a toute une phase non quantitative qui est considérable. Prenons un autre exemple qu'on va commenter par rapport à notre rapport par rapport au progrès. 1760, Bernoulli, l'un des plus grands mathématiciens de son temps, fait une grande étude sur la vaccination. Stop, temps écoulé, voilà. Je termine la phrase. En tout cas, je termine l'exemple. Et j'aurais fait juste une phrase après, c'est promis. Non, mais je vous laisse 1 minute de plus pour terminer l'exemple. Allez, c'est ça, on y va. Voilà, merci. Alors, allons-y à toute allure. Alors, 1760, Bernoulli démontre que les vaccins, il y avait une procédure de vaccination primitive qui existait à l'époque sur la variole, et il démontre statistiquement que ça vous fait gagner 3 ans d'espérance de vie. À l'époque, c'était 26 ans l'espérance de vie, ça a passé à 29.
Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est plutôt de l'ordre de 80, et vous avez un scepticisme par rapport au vaccin qui est considérable. Et ce qu'on a appris de ce qu'il y avait dans le passé, pas clair du tout. Pas clair du tout. Intelligence artificielle, dernier exemple. Oui, phénoménal. Vous avez vu les progrès énormes qui font que dans tous les journaux, on parle d'intelligence artificielle avec les mots-clés apprentissage automatique, machine learning, où on a découvert qu'on pouvait apprendre à l'algorithme avec des grandes bases de données sans chercher à comprendre le mécanisme. C'est comme ça que la traduction automatique est arrivée et que ça a été phénoménal. Au lieu d'essayer de comprendre les règles de syntaxe, on montre à la machine des milliards d'exemples de traduction et puis elle va faire ça toute seule. Est-ce qu'on a compris pour autant ce que ça veut dire une traduction? Les gens vont vous dire que c'est le contraire. On a abdiqué. Et c'est comme ça dans tout le débat qui est en ce moment partout dans les grands laboratoires de recherche et développement entre la modélisation et le data. Les gens vous disent avec la data on arrive à tout faire. Et on dit, oui, mais est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que ce n'est pas le contraire? Est-ce qu'on n'a pas transféré notre exigence de compréhension au mécanisme interne de l'algorithme? Et donc là aussi, progrès. Tout ça, c'est progrès vu par l'homme. Maintenant, il y a un truc en revanche qui progresse pour de vrai, c'est les sciences. Il n'y a pas de doute là-dessus. On avait un débat à ce sujet dans un ouvrage. Et on en parlera, mon cher Cédric, excellent, voilà, dans notre débat voilà, tout à l'heure. Bon. On aura d'autres occasions. On n'a pas fini. Il nous reste encore... Je rassure Cédric, je sais qu'il était parti pour de grandes envolées, mais on a encore une petite heure, donc il y aura d'autres occasions d'exprimer. On reviendra sur ce fameux travail sur les datas. Mais moi, j'ai été particulièrement, je pense, comme beaucoup d'entre nous ici, intéressé et même extrêmement surpris par le rapprochement, et c'est toujours par ça qu'on est toujours éveillé intellectuellement, entre la vaccination au XVIIIe siècle et ce qui se passe aujourd'hui en termes de durée de vie. Alors, ce coup-ci, on a beaucoup de chance parce qu'avec vous, Emmanuel, vous vous occupez d'un très grand labo, et donc vous allez pouvoir nous dire si, en matière justement de santé, de recherche médicale, avec ce qu'évoquait avec beaucoup de sensibilité tout à l'heure Eric, il n'y a pas à la fois d'immenses progrès qui se profilent, mais en même temps d'immenses interrogations qui sont en train de naître. Il y a effectivement beaucoup d'interrogations. C'est difficile de ne pas avoir envie de répondre sur tout ce qui vient déjà d'être dit, mais je vais essayer de me cantonner, puisque moi aussi... Allez-y, un tout petit peu, mais très brièvement. Juste pour les vaccins, pour aller très très vite, parce que je sais que c'est la question qu'on peut tous avoir en tête immédiatement, il faut savoir que quand même, c'est ce qui a permis de sauver le plus de vies au monde. Après, l'eau potable, même les antibiotiques n'ont pas fait aussi bien. Donc il faut vraiment garder ça en tête, et on sauve 2 millions de vies humaines par an grâce à la vaccination. Donc juste ces chiffres-là, après je peux rentrer dans plus de détails, mais je pense que c'est important de le dire. Et la raison pour laquelle je suis là, en fait, c'est que, comme beaucoup de gens qui travaillent dans le monde de la santé, en fait, ce qui nous emmène, ce qui nous fait vivre et aller au boulot le matin, c'est de penser qu'effectivement, la santé apporte du progrès. Et ça, c'est quelque chose de très important. On le sait en tant que chef d'entreprise, c'est important de donner du sens à ce qu'on fait tous les jours. Mais nous, on en est vraiment persuadés. Donc, loin de nous de l'idée qu'il pourrait y avoir du déclin. On a vraiment l'espoir et l'envie, quand on travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans le monde de la santé, c'est d'apporter du progrès. Alors jusqu'ici, on l'a fait de façon relativement traditionnelle et connue de vous tous. On a apporté des médicaments qu'on espère à chaque fois un peu plus innovants. Donc si on réfléchit à la partie juste médicaments, sans parler même d'accès aux soins, entre 2000 et 2009, on dit que les médicaments ont contribué pour 73% de l'amélioration de l'espérance de vie. Donc c'est juste pour vous donner quelques vies. C'est pour ça que nous, ça nous fait vivre, et on est heureux, on est content. Pas financièrement, mais c'est quelque chose de vraiment très très positif de savoir qu'on sauve des vies, qu'on améliore des vies. C'est quelque chose de fantastique. La survie du cancer a doublé en l'espace de 40 ans. Et l'autre chose qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est séropositif pour le VIH a une espérance de vie aussi longue que vous, ici, assis dans la salle. Et je pense que ce n'est pas ce qu'on aurait dit il y a quelques années. Donc des progrès immenses ont absolument été faits. La question qu'on se pose immédiatement, c'est le progrès à quel coût, à quel prix. Souvent, c'est ce qu'on nous demande pour le monde de l'industrie pharmaceutique. En gros, 1,5 milliard sont investis pour développer un médicament. C'est une moyenne, bien sûr, parce qu'il y a un tas de types de médicaments. On a une molécule sur 10 000 qui devient vraiment un médicament quand on la développe. Donc, c'est vraiment des investissements qui sont absolument colossaux. Notre business model est difficile à comprendre. Je peux en parler très longuement, mais ce n'est pas le sujet là.
je voulais rebondir également sur Alzheimer parce que ça a été évoqué là. C'est aussi une pathologie qui inquiète parce qu'elle avance très très vite. En 2020, il y aura plus d'un quart des personnes qui ont plus de 65 ans qui seront atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est demain. C'est absolument énorme. Et c'est pour ça que c'est un sujet d'intérêt. C'est vraiment un sujet d'intérêt énorme. Nous sommes tous concernés. Et qu'en plus vous aurez appris à écrire, vous aurez tout oublié. Voilà, on a dans la maladie d'Alzheimer environ 300 molécules qui ont été développées jusqu'ici. Il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4 qui sont disponibles aujourd'hui comme des médicaments disponibles sur le marché. Mon entreprise, par exemple, a investi 3 milliards pour une dernière molécule qui finalement a échoué dans les phases finales des essais cliniques. Donc vous vous rendez compte que c'est une très très grosse difficulté pour nous. Ce qui nous soucie par ailleurs, au-delà de ces investissements et de cette transformation, c'est les inégalités. Parce que nous aussi, on est concernés, donc les inégalités sont colossales, elles ne sont pas que chez les autres, donc évidemment c'est facile de dire nord-sud, mais on a également des différences entre le niveau socio-économique, mais également au niveau régional. Vous l'avez peut-être vu, hier dans l'IB est paru un article qui rapporte une étude qui a été faite par des pédiatres aux États-Unis et qui montre que la mortalité infantile dans la population afro-américaine est 2 fois plus importante que dans la population blanche. Et on a le droit de le dire, puisqu'aux États-Unis, on a le droit d'être repéré par son profil ethnique. Donc c'est absolument incroyable. Donc, dans des pays qui nous sont très proches, on a des chiffres qui sont extrêmement divergents. Et en France, si je prends l'exemple du diagnostic, du dépistage du cancer du sein, on a des énormes variations d'une région à l'autre, et Paris n'est pas toujours la meilleure d'ailleurs. Donc on évolue entre des 30% et des plus de 60% dans certaines régions. Donc des grosses disparités qui nous inquiètent. Donc nous, en tant qu'industriels, on essaye d'y remédier à notre façon avec les pouvoirs publics, parce que souvent on doit y travailler avec eux. On a des façons de travailler sur le sujet nord-sud, en ayant des prix qui sont différenciés entre les différents pays, mais également en autorisant l'OMS à accéder à certains de nos brevets pour pouvoir commercialiser nos produits dans des zones dans lesquelles on n'est pas en capacité d'accéder aux populations qui en ont besoin. Et puis un tas d'autres choses qu'on fait dont je pourrais reparler. Donc ce progrès, on l'a suivi, c'était vraiment, j'allais dire, le progrès traditionnel. On apporte, j'allais dire, presque de l'espérance de vie, une meilleure santé. La question qui se pose également pour nous, c'est de dire, finalement, aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'avec un médicament, pour des raisons de biologie, etc., on ne peut pas, avec un médicament, être efficace sur 100% des populations qui sont intéressées par la pathologie. Donc il va falloir un petit peu plus cibler. Donc vous en entendez beaucoup parler, de faire cette médecine personnalisée. Elle porte l'espoir aussi qu'elle sera peut-être moins chère, plus efficace pour tout le monde, mais également moins chère. Alors, je peux parler Big Data. Vous avez sûrement entendu parler du projet d'IBM qui s'appelle Watson, qui est un lieu dans lequel on collige un tas d'informations. Et c'est absolument impressionnant parce qu'aujourd'hui, certes, on utilise sa mémoire et son cerveau de façon différente, mais il faut savoir que pour un médecin aujourd'hui, avoir les informations multiples sur différentes pathologies, ça relève de l'ordre de la magie. Et donc, c'est bien de pouvoir rentrer un certain nombre de données et d'avoir une aide au diagnostic et également une aide à la prise de décision quand il faut mettre un traitement en place. Donc, ça existe déjà aux États-Unis, dans le traitement du cancer du poumon, en Inde et au Japon. Donc ça, c'est déjà mis en œuvre et je pense que ça va se développer. Mais la chose du futur, le grand progrès du futur, c'est ce qu'on appelle disease interception. C'est un sujet sur lequel mon entreprise est extrêmement motivée. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on prévient les maladies, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on analyse les prédispositions d'une personne en particulier pour une pathologie et on empêche cette maladie de se développer, on la ralentit. Et ça, c'est les sujets qui nous passionnent le plus. On a eu un communiqué de presse sur ce sujet hier, parce qu'on a nos grands patrons de la R&D qui travaillent sur ce thème. La difficulté pour nous d'avancer là-dessus, c'est que ça nous oblige à revoir notre business model. Ce ne sera pas sortir un médicament, mais ce sera de dire comment est-ce qu'on arrive en préventif à travailler avec les autorités, parce que c'est elles aussi, ces pouvoirs publics, qui vont nous aider à travailler là-dessus. Et on va avoir un moment de transition qui ne va pas être facile, qui va être celui comment est-ce qu'on continue à payer pour des médicaments qui sont des curatifs, et en même temps, on lance des traitements, des systèmes qui vont faire qu'on va être dans du préventif. Merci Emmanuel. Donc, écoutez, en tout cas, la certitude, c'est que les nouvelles générations, les jeunes générations qui sont dans la salle, auront statistiquement plus de chances
que leurs parents de vivre âgés et probablement en meilleure santé. En tout cas, c'est ce qu'on appelle du progrès, ça devrait se confirmer. Le problème, c'est est-ce que, et on revient à une des questions initiales, dans quel cadre va se dérouler leur vie? C'est-à-dire, par exemple, on parle de progrès, est-ce qu'elles auront du progrès au travail? Quel type de progrès on peut espérer dans son quotidien? Est-ce qu'on parle beaucoup de... Il y a un candidat à la présidentielle qui a fait florès avec son burn-out professionnel. Est-ce que le travail deviendra... Alors, Cyril Garcia, vous vous intéressez beaucoup justement à l'insertion des nouvelles générations dans votre entreprise. Et il y a des progrès sociétaux dont vous nous dites qu'ils sont possibles et qu'ils sont la conséquence ou pas du progrès technique. Parce que le progrès technique, ce n'est pas toujours libérateur au travail. Il faut... C'est fait. Donc mon entreprise s'appelle Capgemini. Elle a été créée il y a 50 ans dans la banlieue d'Aix-en-Provence, à Grenoble. Et elle est vaccinée. Elle a traversé toutes les OPA. On a pris des vaccins très jeunes avec un fondateur remarquable. Et quand on est 200 000 personnes, il faut croire au progrès. Moi, j'aime beaucoup l'introduction que Pierre a faite parce que on s'est posé ces questions à l'occasion de ces 50 ans en disant mais quels sont, et en se tournant vers une génération de gens de tous horizons, de tout pays, quelles sont les 50 idées, produits, services qui vont changer le monde dans les 50 prochains mois? C'est une bonne question, donc on les a rassemblés, on avait 300 dans un petit château, et en essayant de focaliser l'exercice sur... Forcément, on a eu derrière une arrière-pensée business, mais en focalisant cet exercice sur les domaines dans lesquels nous sommes présents, l'éducation, les sciences de la vie, le retail, la banque. Bon, on est très, très présent partout, comme vous le constatez. Et ce qui est ressorti de cet exercice, je trouve que c'est un grand moment d'humanité, parce qu'ils nous ont dit, voilà, il y a 50 projets, mais il y a 3 grands domaines. L'avenir, c'est care, share et sustain. Care parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe plus de nous et qu'on s'occupe mieux de la société. Share parce que le digital, malgré tout ce qu'on peut dire, et Cédric a raison de dire, il y a beaucoup d'inflexions dans les propos philosophiques autour du digital, mais c'est une question de partage et d'optimisation. Donc care, share, sustain, et avec plein d'idées très concrètes, y compris dans le domaine de la vaccination, mais comment cibler des groupes de personnes en difficulté, comment réapprendre aussi aux gens à manger, c'est aussi, je fais le lien avec ce qui a été dit précédemment, comment mieux consommer, comment réutiliser. Donc tout ça, ça fait un paquet d'idées qui peut paraître, entre guillemets, un peu naïf. Il y a un petit côté positivisme digital, ou, comme dirait peut-être Brice Lalonde, je ne sais pas si dans cette salle, une croissance inclusive et écologique. Et je pense que c'est une réalité. Parce que quand on confronte ça à la réalité du business, de nos clients, ces idées de care, de share, de sustain sont vraiment en train de prendre le pas dans les stratégies, dans les positionnements des uns et des autres, je pense que vous le constatez tous, dans les plans de croissance, dans les motifs d'acquisition. Donc là, il se passe quelque chose, et cette révolution digitale qui met tout ça en scène, qui nous expose tous les jours, je dis vous, nous dans les entreprises, à la voix du ce qu'on appelle the voice of the customer, magnifique expression, la voix de l'employé, la voix des produits avec l'Internet des objets, elle nous interpelle, mais je pense qu'il faut entendre la voix des employés, des collaborateurs et des collègues, et qui se tournent finalement vers 3... qui nous disent, et qui disent partout, je le dis modestement, j'ai la chance de pouvoir passer mon temps un peu partout dans le monde, qui nous disent, il y a finalement ce pacte social est en train d'être choqué, renversé par 3 dynamiques. Celle de j'ai envie de travailler où je veux, quand je veux, et ça se passe partout, et même en Inde, et c'est une réalité à laquelle, en tant qu'entreprise, nous, on est aussi confrontés. Ce modèle, je veux dire, auto-entrepreneurial qu'on voit en Europe avec le coworking, mais c'est vraiment cette idée que l'entrepreneuriat flexible, pour le dire de manière un peu plus soft. Je travaille quand je veux, quand je veux.
Et puis, il y a ce vieux rêve de managérial de l'entreprise apprenante. Hein, pour ceux qui ont fait les groupes socialistes d'entreprise années 70, les séminaires sur l'autogestion, cette idée qu'il faut apporter de la richesse, il faut apporter du contenu, il faut apporter de la formation. Aujourd'hui, c'est là, ça se passe dans les entreprises traditionnelles comme les nôtres. Si on ne met pas plus de contenu, si on n'enrichit pas les gens avec de l'intelligence, avec des éléments de référence, on s'appauvrit et les gens s'en vont. Donc l'entreprise apprenante, c'est en train de se passer. Et puis il y a ce phénomène qui est maintenant, qui est clairement là, et j'ai du mal à le qualifier, là pour le coup, positivement, négativement, parce que c'est à la fois hyper attractif et c'est aussi un refouloir. C'est ce modèle de l'entreprise comme utopie sociale, comme modèle définitif, qui est, je le disais, attractif et repoussant. Quand vous discutez avec les gens de Google, ou pour ceux qui sont dans la salle qui visitent Google à Mountain View, on est fasciné ou on est extrêmement inquiet. Mais en tout cas, ce modèle-là est très structurant et accompagne les deux autres. Donc, moi, j'ai pris le train de ce matin avec plein d'espoir en me disant qu'effectivement, aujourd'hui, ces modèles-là sont à l'œuvre et on ne peut pas, moi, je ne peux pas les voir négativement, mais c'est des dynamiques qui sont très fortes. Le partage est là, il y a ce sentiment collectif qui est là et qui guide, j'ai envie de dire, notre croissance. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Alors évidemment, sans se faire l'avocat du diable, on peut dire évidemment que vous êtes probablement, Cyril, en train d'évoquer une catégorie professionnelle particulièrement favorisée parce que le dialogue que vous pouvez instaurer avec ces jeunes générations ou moins jeunes générations à l'intérieur de cette entreprise, c'est manifestement pas le cas partout. Il suffit de se tourner vers les listes de Pôle emploi dans un pays comme le nôtre où on voit qu'il y a quand même, au-delà de ces bonnes pratique, il y a aussi une exclusion du marché du travail assez forte et elle est particulièrement significative. D'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer qu'on fait du progrès quand on exclut 10% de la population d'une activité quelle qu'elle soit? Et je voudrais me tourner vers Karl pour voir avec lui, parce que Karl est notre ami est scandinave, il a des implantations partout en Europe et il suit de très très près le modèle allemand, qui lui a donné matière à beaucoup de réflexions, et il pourrait peut-être nous dire si, à travers un modèle inspiré, par exemple, du modèle allemand, on peut retrouver une sorte de progrès vers l'inclusion des gens dans le travail. Thank you very much for inviting me. I think that to come to Aix, which is a town for good memories for many young people. I studied here some 40 years ago, a short language course. Should have, of course, been longer. Yes. I think this is it's never too late. This is a very interesting topic. I don't think that we can consider any progrès in a society if you have a jeunesse without hope. And I think also for the development of a society, it is our responsibility that we succeed with three things. Give the young people an identification, give them a recognition, and give them a motivation. The identification is coming when you see the young people, when they can see that they are needed in the society. And you could see that the whole identification comes with the person when they get their jobs. Recognition is there, they are somebody. The motivation comes that they are delivering something that is contributing to the society. So for me, I think we need to all the time have the young people as our main target and be able to create jobs for them. And I think it is maybe the most important in the society today, because the security is very out in picture when you have no jobs.
The development is there, and the motivation is there. Why don't we invest more in this? I think that our generation got a job immediately. The generation between the young people today and a little bit my own generation, they got fairly good the first job. But today it's a complete other challenge. And I would say that we have good examples in Europe. And I'm going to give you the example in Germany. I have 5,000 employees in Germany. I have 1,500 here in France. And I have around, totally around the globe, 26,000 employees. I can see a clear difference how the young people are coming forward into the labor market in Germany. 500,000 people is coming into apprenticeship, that means training jobs, every year, 500,000. And that means that they are studying 50% of the time and working 50% of the time. They are paid 1/3 of a normal salary, but that is about the same money as a student is borrowing when they are studying at the university. So they can live on that salary. They are coming out into the working labor market with an exam, no debts, and I can say you, in Germany, 50% of the people who make this form of training is getting the job immediately at the employer where they are having their training. So it's a fantastic good example. And I would say that if you get 50% immediately into the place where you are training the people, this is a way of recruiting competence, securing competence, and developing the future. So what I would recommend is that we make sure that every country use this opportunity, because we have good example in Germany, in Switzerland, and in Austria. And all these countries are having a lower unemployment for the young people. So why not being able to go over the border and take good examples? I think we cannot do a better investment than investing in the young people. And I also think that we have the best possibility to secure our competence by moving forward in that way. Thank you. Merci, Karl. Alors, une autre personnalité à cette table qui, lui aussi, fait beaucoup pour l'emploi, pour le monde du travail, c'est Jean-Marc Borrello. Nombre d'entre vous ici le connaissent. Son entreprise s'appelle SOS et SOS Group. Et vous placez la notion de progrès dans probablement une évolution de notre structure économique et sociale, plus que dans la perpétuation du système que nous avons aujourd'hui. Voilà. On place surtout le progrès dans l'idée qu'il ne vaut que s'il est équitablement partagé. Et sans doute que ce sujet explique dans un certain nombre de cas pourquoi il y a progrès objectif et sentiment de déclin. C'est-à-dire que le progrès objectif pourrait être ce qu'on mesure quant à sa propre vie et le sentiment de déclin quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Cédric parlait de l'Inde et on a tous eu des moments difficiles en découvrant un certain nombre de lieux en Inde, mais hier soir j'étais porte de la Chapelle pour essayer de prévoir ce qui allait se passer ce matin avec l'éviction d'un camp de migrants de 1200 personnes qui vivaient autour de la porte de la Chapelle. Je n'ai pas eu le sentiment après cette soirée que le progrès était également partagé. J'ai participé il y a quelque temps à la fermeture du camp de Calais, qui est en train de renaître. Et après avoir passé 1 ou 2 journées le week-end dans le camp, je n'ai pas non plus eu le sentiment que le progrès s'adressait à tous. Et donc,
Évidemment que si on ne mesurait le progrès qu'à l'aune de sa propre espérance de vie, sa qualité de vie au quotidien, l'amélioration de son état de santé, ça irait parfaitement bien. Le problème, c'est que nous sommes aussi confrontés à des différences qui sont de plus en plus insupportables, même si elles ont toujours existé, d'autant plus qu'elles ne s'éloignent pas et qu'il n'est plus la peine d'aller en Inde pour croiser ce qu'on y croisait il y a quelques décennies. La question du modèle économique se pose donc, puisqu'évidemment, pour que progrès il y ait, il faut qu'il y ait création de richesse, mais s'il y a création de richesse et qu'il n'y a pas répartition équitable de la richesse, et je dis équitable et pas égalitaire, parce que je ne partage pas la passion de l'autre pour le burn-out, le sujet est quand même de dire comment faire en sorte que ce progrès puisse être partagé par les uns et les autres. Et puisqu'il est question de candidat à la présidentielle, il y en avait un autre que je connais mieux, qui me parlait souvent de San Francisco, et je lui ai raconté que moi j'avais connu San Francisco il y a 30 ans, et que j'avais trouvé ça absolument formidable, avec des maisons en bois, des gens qui vivaient de manière un peu originale, avec peu de revenus, et qui... une ambiance globale qui fleurait bon la liberté, pas que la liberté d'ailleurs, mais bon. Et quand je retourne à San Francisco aujourd'hui, c'est pour m'entendre dire qu'on ne peut plus aller dans telle et telle rue à partir de 18h, parce que les personnes SDF s'entassent dans la rue, parce que le mirage économique a fait que les loyers ont été multipliés par 5 en moins de 3 ans. Et que petit à petit, les quartiers qui étaient des quartiers plus populaires sont devenus des quartiers qu'on appellerait de bobos si on était à Paris, mais en tout cas de gens qui paient 4 000 $ pour avoir 60 mètres carrés dans une maisonnette en bois. Et donc on a évidemment développé en contrepoint une population de toxicomanes en particulier, mais aussi de personnes SDF qui... dans les meilleurs des cas, dorment dans leur voiture et dans le pire, dorment dans la rue, ce qui fait que le groupe SOS, qui est un grand machin associatif sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui gère des hôpitaux, des maisons de retraite, des centres d'enfants, des lieux pour personnes handicapées, des boutiques de commerce équitable, des restaurants, enfin un véritable poème à la Prévert, nous avons été amenés à créer des entreprises d'insertion aux États-Unis. Pas simplement comme on le fait depuis très longtemps un peu partout dans le monde et dans ce qu'on appelait les pays en développement, mais aujourd'hui, nous sommes sollicités aux États-Unis, au Cap, à Hong Kong, pour apporter des modèles qui permettent de permettre à plus de gens d'accéder au progrès dont nous sommes en train de parler. Alors, il fallait prendre une option radicale. Il y a 30 ans, c'était assez facile pour moi, à supposer que j'ai vieilli de ce point de vue-là. L'option radicale était de dire on crée une entreprise sans capital, sans actionnaire, donc sans propriétaire, sans dividende à verser. On limite l'écart de salaire, aujourd'hui il est entre 1 et 12, et avec ça on va faire une entreprise qui n'a aucune autre stratégie que d'essayer de répondre au fil du temps aux besoins de ses concitoyens. Et évidemment, nous avons été, dans un premier temps, sur les concitoyens les plus exclus, usagers de drogue, malades du sida quand l'épidémie est apparue. Et puis, à partir de services créés pour les plus exclus, accès aux soins, accès au logement, accès à l'emploi, nous nous sommes rendus compte que les services étaient forcément plus innovants, moins chers. C'était l'avantage d'être pauvre parce que ça rend malin. Je n'ai pas dit qu'être riche, mais bon, ça peut arriver aussi. Et donc, dans cette innovation frugale, on s'est rendu compte que, d'une part, nos services pouvaient être utiles à l'ensemble de la société, parce que dans le VIH, on a découvert des molécules formidables qui permettent à des gens de vivre longtemps, mais on a aussi découvert la place du patient. On s'est souvenu que le médecin soignait, mais c'est le patient qui guérissait. On a appris la démocratie sanitaire parce que le patient devait être associé au dispositif de soins. Et donc, indépendamment de l'évolution formidable sur la recherche dure, on a aussi évolué sur les rapports entre les médecins et les patients, parce que quand nous avons accueilli les premiers patients en VIH, on se bornait
médecins compris, à les accompagner pendant 3 mois ou 6 mois jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, petit à petit, avec les trithérapies et les efforts formidables qui ont été faits en matière de recherche, on a pu permettre à arriver à une maladie aujourd'hui qui très majoritairement est chronique et permet de vivre aussi longtemps. Donc encore une fois, l'innovation dans le dur, c'est bien, mais l'importance dans le modèle économique, c'est aussi de permettre que cette innovation, elle soit partagée. Parce qu'il ne peut pas y avoir de sentiment de progrès s'il n'y a pas de progrès quand on regarde autour de soi. Et peut-être que le secret, c'est à la fois, ou en même temps, comme vous voulez, mais après mes 2 camarades, ça va peut-être faire beaucoup, en même temps créer cette richesse et en même temps faire qu'elle soit équitablement partagée. Et ça, c'est de la croissance. Bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est en même temps laisser aussi la parole à la salle, après tout. Hein. Donc, et vous savez que de tradition maintenant, au jour des DEX, la première question des sessions comme celle que nous sommes en train de vivre, la première question est posée par un étudiant. Aujourd'hui, c'est Marius Amiel qui va poser la première question. Lève-toi, Marius, qu'on te voit bien. Voilà. Et allez, tu peux poser ta question. Bonjour, donc merci beaucoup. C'est une question pour Paul Docès. Vous avez souligné donc, que le progrès, l'évolution du progrès dépend de la croyance qu'a la population dans ce progrès. En fait, ce que j'aurais voulu ajouter, c'est que cette croyance est variable selon les classes d'âge, les classes sociales. Et en fait, qu'à ce titre, on a un vrai changement de paradigme. Je m'explique. Longtemps, l'idée de progrès était associée à la jeunesse, et on sait que le progrès social a été porté par les classes populaires, par une série de conquêtes sociales. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que cette idée de progrès est davantage portée dans des classes plus âgées, et surtout que la jeunesse et les classes populaires ne tournent pas forcément le dos à cette idée, mais en tout cas ont plutôt un souci de protection, ou pour reprendre Camus, au lieu de refaire le monde, en tout cas empêcher qu'il ne se défasse. Du coup, la question que je voudrais poser, c'est, enfin, déjà un constat préalable à cette question, c'est l'idée qu'il y a un divorce entre, d'un côté, le progrès et de l'autre côté, une partie de la jeunesse et des classes populaires. Et la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que, selon vous, il faudra faire concrètement pour réconcilier ces deux ensembles et réenchanter l'idée de progrès? Merci. Oui. Belle question, très difficile évidemment de répondre. Il est clair que nous avons vécu des décennies à l'échelle mondiale de régression sociale. Et je comprends très bien les problèmes qui se posent, en particulier pour les plus jeunes, qui se trouvent dans des situations où le chômage menace. Et d'autant plus aujourd'hui que on a l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, avec les progrès de la robotique et autres, on ne va pas vers une situation où le travail soit surabondant. On peut quand même faire appel à un peu d'optimisme. L'histoire longue montre que finalement, malgré les progrès fantastiques de la productivité, les hommes, pourtant, dont la population s'accroissait considérablement, comme disait Malthus, comme des rats dans une grange, avec beaucoup d'élégance, cette population croissante, l'augmentation fantastique de la productivité, et pourtant l'un dans l'autre, sur plusieurs siècles, on a trouvé du travail pour la plupart des gens. Donc on peut espérer que le progrès, et en particulier le progrès technologique, ne se fasse pas au détriment de la population au travail, ne crée pas plus de chômage, et c'est tout particulièrement important pour les jeunes. Si on fait de l'histoire, un peu l'histoire des faits, si je peux prendre deux minutes, à l'époque d'Adam Smith. Adam Smith avait été, en 1776, on est toujours dans les mêmes périodes finalement,
Donc il avait été fasciné par la manufacture d'épingles. C'est un exemple extrêmement célèbre en économie, peut-être le plus célèbre de tous. Et il avait trouvé que la division du travail, la division des tâches, permettait d'augmenter, en le multipliant par 10, voire 100, la productivité dans la production d'épingles dans ces grandes manufactures. Bon, depuis Adam Smith, ce n'est pas une multiplication par 10 ou par 100, mais par plusieurs millions de fois que la productivité s'est élevée et dans cette activité. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait, d'autant plus que la démographie a été galopante, qu'il y a un chômage, une impossibilité de trouver du travail pour les hommes. C'est le contraire qui s'est produit. Donc on peut avoir un certain optimisme, mais évidemment, il ne faut pas que ce soit un optimisme béat. Et pour ça, il faut aussi ajouter du volontarisme. Et le volontarisme, c'est de réfléchir sur les moyens de remettre en chantier le modèle de répartition qui est le nôtre et l'évolution de ce modèle de répartition, tout particulièrement dans les pays anglo-saxons et tout particulièrement aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où la montée des inégalités, comme on le sait, quelque chose de galopant. Beaucoup moins, même si c'est quand même très net, en Allemagne ou en France. Mais ce modèle de répartition du capitalisme patrimonial et libéral, si vous voulez, produit cette inégalité croissante. Et l'un doit aller avec l'autre. L'optimisme, à condition qu'il y ait du volontarisme. Et ce volontarisme, il doit se porter fondamentalement sur la question de la répartition. Croissance, bien entendu progrès, espérance dans la croissance, croyance au progrès contre déclin, mais avant tout, fondamentalement, remise en chantier fondamentale du modèle de répartition. C'est la tâche de la jeunesse. Voilà la question. Voilà. Voilà. Pierre vous a confié les clés du camion, donc c'est à vous maintenant de passer derrière le volant. Donc nous avons une première question ici, monsieur. Ensuite pour vous, monsieur. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie, Pierre Lézot, de Marseille. Je suis aussi un étudiant, puisqu'il y a plus de 35 ans, ici même, j'avais un professeur en économie internationale, M. Donjang, en maîtrise, qui nous apprenait le dualisme en économie. Et je suis tout à fait ravi de l'intervention de M. le député Villani, qui m'a rajeuni, puisqu'il y a 35 ans déjà, il nous prenait comme exemple l'Inde, et nous avions une photo, alors on n'avait pas de rétroprojecteur, la fac n'était pas riche à l'époque. Il n'est toujours pas, vous inquiétez pas. Sur le rétroprojecteur, nous avions une photo de l'Inde, avec en haut une centrale nucléaire et en bas les bidonvilles. Donc il y a plus de 35 ans. Donc je remercie monsieur le député de m'avoir fait ce retour-là et de constater exactement la même chose il n'y a pas plus d'un an. Donc c'est poser la question, le monde progresse-t-il? Je crois que si vous aviez dû passer le bac, je vous aurais donné 18 sur 20, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Sachant que l'Inde, comment dirais-je, l'Inde c'est aussi devenu, par certains moments, une poubelle du monde occidental. On va y démanteler des sous-marins, on va y démanteler des paquebots à bas prix ou les désamianter. Donc 18 sur 20. 20 sur 20 à monsieur le président du groupe SOS, qui je crois... C'est bien la première fois que j'ai mieux noté que toi. C'est parce que toi, tu as l'action. Qui, je crois, oui, la question va venir, ne vous inquiétez pas, la question elle est au tableau. Le monde progresse-t-il? Lorsqu'on voit ce qu'on voit en Inde et qu'on a vu déjà il y a 35 ans, et vous avez tout à fait raison, peut-on parler de progrès lorsque 10% des plus riches ou les 10 plus riches du monde gagnent autant que l'autre moitié de la population mondiale?
Vous avez parlé de la porte de... Alors, ne nous faites pas le résumé de tout ce qui a été dit. Nos amis étaient présents et beaucoup de vos camarades et d'autres participants souhaitent aussi intervenir. Il n'y a pas de problème. Parce qu'avec toutes les bonnes notes que vous avez distribuées, je pense que là, vous avez fait le plein. C'est parfait. Donc voilà. Ah, quand... Micro. Non, juste un commentaire. Si on refaisait l'image maintenant, on la ferait à Bangalore, la Silicon Valley indienne. Et on mettrait en regard les gigantesques campus des Infosys ou d'autres, juste à côté des vaches qui se promènent dans la rue et des... Voilà. Je peux ajouter juste un mot. Ce n'est pas le problème des 10%, c'est le problème des 1%. Ce n'est pas le problème des 1%, c'est le problème des 1 pour 1000. C'est le 0,1% qui pèse. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Eugène Berg. Alors, première constatation, le problème qu'on traite aussi ici, il est vieux comme le monde. Regardez, Raymond Aron, en 1969, a écrit un excellent bouquin qui s'appelle « Les désillusions du progrès », en pleine 30 glorieuses. Alors moi, j'ai deux petites questions à toutes ces éminences. Je lisais un article de l'Économiste, on l'aime ou pas, et très pragmatique, répondez si vous partagez ce point de vue. Il disait, un roi au Moyen-Âge, qu'est-ce qui est le plus heureux? Un roi au Moyen-Âge ou un cadre, même pas supérieur, un cadre de Gémini? Le roi, il a mal dedans, il ne peut pas se soigner, il n'a pas d'antibiotiques, il va mourir, et s'il veut aller même pas au bout de la terre, il veut aller au bout de son royaume, il faut qu'il passe 15 jours dans une calèche à se casser les reins. Alors maintenant, est-ce que nous, on préfère être ce qu'on est ici ou être un roi? Alors évidemment, c'est une question un peu provocatrice. Chacun répondra ou non. Ma deuxième question, c'est un peu sur le problème, le monde progresse-t-il? Moi, je pense que si on raisonne en global, en agrégat global, c'est des moyennes. Chaque individu, ce n'est pas M. Borrello qui va le faire, c'est sa situation personnelle. Et là, elle dépend du temps, du lieu et du moment. Si vous êtes indien, chinois maintenant, lui, il pense qu'il y a un progrès. Nous, moins, parce que, je n'irai pas en déclin, on est dans une phase. Donc, la question, le monde existe-t-il? Oui, il y a une science qui se propage. Tout le monde est d'accord. Il y a la santé. Mais la perception du progrès dépend du temps, du lieu. Et il n'y a pas un monde, il y a différents mondes. On assiste, c'est une vérité d'évidence, à un basculement de puissance, de richesse, de conscience. Et précisément, chaque individu, chaque zone aura une réponse différente. Et si ce débat, on le mènerait dans 20 ans pour ceux, peut-être qu'on répondrait d'une manière tout à fait différente. Quelle est votre réponse à ces quelques petites questions? Merci pour cette série de questions. Alors on va essayer d'en prendre simplement la dernière. Éric Orsena a un mot à dire, je le sens. Il trépigne. Alors, si on quitte les grandes entités, c'est-à-dire les sociétés au sens, pas les compagnies, mais les grandes sociétés, et si on revient à la personne, je pense que le progrès à l'intérieur d'une société, c'est donner, ce que vous avez dit, la capacité à quelqu'un de réaliser la promesse qu'il porte et que chaque être humain porte. Il y a des sociétés qui permettent de réaliser cette promesse et d'autres sociétés qui ne permettent pas de réaliser cette promesse. Et moi, je reviens sans arrêt sur cette définition de la politique qui est en même temps la définition de la vie, la bonne vie, c'est-à-dire l'art du possible. Il y a un possible. Dans des sociétés, on donne la possibilité du possible, si je puis dire, et d'autres non, premièrement. Deuxième remarque, je voudrais lier en même temps la question des chirurgiens et de la grotte Chauvet. On en parlait tout à l'heure avec Cédric. J'ai visité il y a un an la grotte Chauvet et ça d'ailleurs ça a été confirmé par une autre visite au musée Jacques Chirac, des entre guillemets primitifs.
La conviction, quand vous visitez la grotte Chauvet, bouleversée par l'émotion, c'est qu'il n'y a aucun progrès en art. Ce qui pose une question intéressante, c'est-à-dire que le cœur de l'humanité, c'est-à-dire ses hantises et ses rêves, sont les mêmes depuis 30 000 ans. Et que la façon de pouvoir les exprimer n'a pas changé. Ce qui est exactement la même chose quand vous voyez toute l'aventure de Picasso avec ce qu'on appelle les primitifs, ce qui est complètement idiot, parce que primitif voudrait dire qu'ils sont primitifs et qu'après on a progressé, ce qui est complètement faux. On n'est pas dans un début de progrès, on est retour à une identité propre. Et je vais enchaîner juste un petit point, encore une fois, passionné par la question de médecine sur les robots qui questionnent les chirurgiens. Dans beaucoup de domaines, déjà, les robots sont plus forts que les chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui sont furieux, mais c'est une bonne nouvelle, car au fond, un être humain, il est fait pour être un médecin et pas s'occuper répétitivement de plomberie. Merci. Cyril Garcia, je crois que vous vouliez répondre à notre ami dans la salle. Oui, enfin, aux deux questions. Aux deux, bien sûr. Sur l'Inde, parce que c'est une réalité. Moi, j'y suis pratiquement tous les mois. On a 100 000 collaborateurs là-bas. Donc, Bhopal Union Carbide, c'était en 1984. Donc, effectivement, c'était un site loin de la population. Aujourd'hui, je ne sais pas si Cédric et Jean-Marc connaissent Pune, qui est au-dessus de Mumbai. Pune, c'est un des plus grands bidonvilles de l'Inde. Il se trouve que nous, on a un centre de production dans le bidonville. C'est inimaginable de pouvoir se développer et de vivre là-bas sans ouvrir les portes de nos activités aux jeunes du bidonville. Ça n'existe pas. On serait foutus dehors, hein, comme entreprise française. Donc ça, c'est un changement profond qu'il faut voir. Et il faut le voir aussi avec un œil aussi un peu plus stratégique. Je veux dire, le rapport de force que l'Inde a mené sur un certain nombre de grands contrats militaires avec une grande puissance occidentale pour obtenir un transfert technologique. Donc on peut avoir aussi cette vision-là de l'Inde. Ils ont pris, comme vous le savez, le virage de l'informatique, ont décidé de devenir leaders mondiaux sur un secteur. Ça, c'est un formidable signe, entre guillemets, de maîtrise du progrès, se donner une ambition politique, économique, elle était double, et de l'atteindre. Alors effectivement, les contrastes sont encore là, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est là-bas, ces contrastes, il faut les assumer, on ne peut pas les nier, et on est obligé aussi, on est dans le bidonville. Hein. Donc ça, je ne veux pas qu'on caricature un peu les choses, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui, ça. Hein. Merci. Alors, oui, bonjour. C'est un endroit où il y a aussi un lycée d'élite qui fonctionne remarquablement bien. Bonjour. J'ai une question très rapide, très simple. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis étudiant à HEC. Alors, nous, les étudiants invités, on nous a souvent conseillé, on nous a demandé un peu de taquiner les invités. Donc, je vais me permettre un peu alors, allez-y, direct. De vous bousculer en vous disant que vous n'avez pas répondu à la question. Le monde progresse-t-il? Vous nous avez donné plein de pistes de réflexion très intéressantes, mais il n'y a personne qui s'est dit bon, ok, voilà le problème, le monde progresse-t-il, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les variables? Je prends les variables, je pondère et je réponds à la question, le monde progresse-t-il? Du coup, j'aimerais que vous mouilliez un petit peu. Alors, ok, la question se suffit à soi. Attendez, elle est gigantesque, on va essayer de faire toute la table. Classe moyenne en France ou en Italie, société occidentale, est-ce que c'est mieux de vivre aujourd'hui en classe moyenne française qu'en 1980, par exemple? Donc voilà, prenez les 40 années, faites une pondération et répondez à la question. Alors, on va chacun des intervenants va répondre une réponse assez courte, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions dans la salle et nous n'avons que 10 minutes encore. Sur cette question, il y a une remarque qui me paraît effectivement très, très intéressante et qui tient à la prise en compte du temps. Évidemment, tout dépend de la période qu'on prend en compte. On peut soit raisonner dans la très très longue période, comme l'a fait Eric en pensant à Grotte Chauvet, ou on peut raisonner sur des périodes très courtes. Si on prend le temps très très long, les millénaires en quelque sorte, c'est vrai que le cerveau de l'homme, de Sapiens, n'a pas été modifié, on le sait.
Mais cependant, ce qu'on peut dire, je me souviens d'un film dont tout le monde se souvient, où on voit un homme qui lance au début une pierre, et petit à petit, on voit la transformation, et à la fin, c'est une fusée qui... Bon, c'est magnifique, mais il s'est quand même passé quelque chose entre le moment où il lance sa pierre et le moment où c'est une fusée qui arrive. Ça, c'est le temps très, très long. Mais maintenant, si, pour répondre à votre question, on réfléchisse sur ce temps relativement court, qui est le temps long des économistes, c'est-à-dire comment vivait il y a une vingtaine d'années, ou même plus, disons dans les années 60, quelqu'un en France des classes moyennes, il est clair que l'amélioration subjective est plutôt négative. Enfin bon, pour le dire comme ça. Il y a eu des améliorations indéniables sur le plan technologique et sur le plan matériel, avec tous les objets dont il dispose, avec les capacités de transport, avec évidemment la communication instantanée à l'échelle mondiale, j'en passe, et c'est absolument évident, mais le sentiment qu'il a de son bonheur, d'après les enquêtes que l'on peut faire, et qu'il y a plutôt une détérioration. Et c'est ça qui est dramatique, et c'est parce que c'est là-dessus que se greffe la notion de déclin. On voit réapparaître dans l'esprit de beaucoup le terrible, c'était mieux avant. Et ce terrible, c'était mieux avant, casse toute possibilité de croissance, parce que si c'est mieux avant, l'engagement des hommes, des entrepreneurs, mais aussi de tout le monde, des salariés, de tous les citoyens, faiblit considérablement en pensant que les efforts qu'on fait aujourd'hui ne seront pas récompensés demain. En d'autres termes, les innovations qu'on fait aujourd'hui ne seront pas efficientes demain si on ne croit pas au développement du progrès. On n'investira pas pour la même raison. Parce que si on pense que ce ne sera pas mieux demain, pourquoi ferait-on l'effort d'investir aujourd'hui? Et pourquoi Pierre, un autre regard peut-être? Je m'arrête. Merci. Emmanuel. Allez. Non, mais voilà. Peut-être on n'a pas répondu à la question, parce qu'en fait la question était assez simple, c'était oui ou non. Et on n'a pas défini les paramètres qui permettaient de mesurer. Donc on parle beaucoup de qualitatif, on ne parle pas de quantitatif, donc on n'a pas dit si le progrès c'était du PIB ou autre chose, ou si c'était beaucoup plus complexe. Sur la santé, vous avez donné des éléments très précis. Voilà, mais c'est qu'une partie, donc je ne vais pas justement le rapporter à la santé. Je pense que c'est extrêmement compliqué et on s'en rend compte, parce que simplement on peut plutôt dire le monde évolue plutôt qu'il progresse. Ça, c'est une certitude qu'il évolue, et probablement les paramètres qu'on aurait utilisés pour mesurer il y a 20 ans ne sont plus les mêmes qu'on utiliserait aujourd'hui. Donc on est en permanence en train de glisser et d'évoluer, donc la capacité à dire si on progresse est difficile. En fait, la question est difficile par elle-même, elle est peut-être mal posée. Karl, est-ce que vous pensez qu'on était on était mieux, on était plus well-off dans les années 80 qu'aujourd'hui? No, I think we are identifying the problem, but we must invest in, as if the society is not believing, which you were saying, then you create no hope, and then you have no progress. It's not just the figures in employment, it is the believing in the young people, it's the believing that the society as such is developing. What do you need? You need a very good education. You have it here in France. You have good education. You have good infrastructure. You are top in Europe on both these things. And then I think the responsibility which we have to see for the young people has to be much more concerned about that we need to take that first. This must be high up on the list to see that these people see a future. And all the identification when a young person comes when this person goes into a job position. That comes everything with it.
So that is just what I think. If that is what we agree or can see, then we must also be ready to invest in that. Merci, Karl. Monsieur, présentez-vous. Grégoire Santi, Nextage, je suis entrepreneur investisseur. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que le monde progresse-t-il? Je voudrais juste en préambule de ma question rappeler deux chiffres. Il y avait 11% de la population mondiale qui vivait au-dessus du seuil de la pauvreté en 1900. Aujourd'hui, c'est 94%. En 1900, l'espérance de vie était de 46 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est pratiquement de 80 ans dans les pays les plus développés. Et donc, ma question est la suivante. Carl Bennett a rappelé que l'enjeu, c'est précisément, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans ça, comment est-ce que les jeunes s'emparent de ce qui leur permet non seulement de progresser, mais aussi de s'intégrer. Et donc, l'enjeu, c'est bien celui de l'éducation qui débouche sur l'apprentissage, qui débouche sur l'intégration. Et c'est ça qui fait que quand on est en Allemagne, comme je l'étais au G20, on est dans une situation où on a ce sentiment-là, et que quand on est en France ou dans d'autres pays, ce sentiment-là est beaucoup plus diffus. Et donc, ma question elle est la suivante. Le paradoxe, c'est qu'on sait, comme vous l'avez très bien précisé, ce sur quoi il faut concentrer ses efforts, les jeunes, l'éducation, l'apprentissage et l'intégration. Mais le paradoxe, il va au-delà, puisque dans la question « le monde progresse-t-il ?», c'est qu'on est dans une situation où l'humanité n'a jamais été aussi en capacité de pouvoir réaliser ses rêves les plus fous, vivre très longtemps, découvrir d'autres formes d'espèces humaines, et en même temps, elle n'a jamais été aussi proche de s'autodétruire. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour basculer du bon côté de la force? Il y a un volet, merci monsieur pour votre question. On a 2 minutes maintenant pour répondre. C'est vrai qu'il y a un volet qu'on n'a pas du tout évoqué, peut-être Cédric en 2 minutes bien évidemment. C'est celui de la préservation de notre environnement, par exemple, puisque vous parliez de destruction de notre environnement. Cédric, est-ce que c'est un des points qui est trop négligé aujourd'hui? Comment le mathématicien et l'élu de la nation voient ça maintenant? Préservation de l'environnement, globalement, bien sûr, à l'échelle mondiale, la situation se dégrade. Même s'il y a dans beaucoup de pays une prise de conscience qui fait qu'il y a des arsenals législatifs, des ententes qui se mettent en place aussi au niveau international et qui donnent localement beaucoup plus d'espoir. Mais à l'échelle globale, pour l'instant, ça continue de se dégrader simplement du fait de plus en plus de surexploitation, de tout ce que vous voulez, et des questions de culture qui sont de plus en plus, qui mettent aussitôt encore très longtemps à se modifier. Je vais dire un mot, je voulais surtout faire un commentaire sur ce qui était dit sur échelle mondiale. J'ai donné on n'a pas tellement parlé des questions de rapport entre les pays, échelle géopolitique. 1989, le mur de Berlin tombe. On dit gigantesque progrès, les divisions s'achèvent et petit à petit les autres murs vont tomber. Vous regardez le résultat, aujourd'hui il y a beaucoup plus de murs qu'en 1989. La moitié ont été construits après 2010. Il y a suffisamment de murs dans le monde pour faire le tour de la Terre et ça continue à se construire en accéléré. Et on peut poser la question, un collègue y posait, est-ce que le monde progresse? Réponse, ça dépend de la mesure qu'on prend. Ça, c'est une réponse à la Bill Clinton, vous savez, ça dépend de la définition. Allez-y. Une façon de répondre. Allez-y, appuyez. Prenez le mien. Ok. Juste rapidement, je pense qu'une autre façon de poser la question aussi peut être intéressante. Juste vous regardez le panel, il y a une femme sur 7 intervenants. Donc, est-ce que le monde a progressé? Je ne sais pas. Mais merci pour cette remarque qui est probablement la remarque la plus pertinente que nous ayons développée tout au long de ces 90 minutes. Donc le 20 sur 20, peut-être que vous n'avez pas donné tout à l'heure, monsieur, est mérité pour Emmanuel. Voilà, merci. Merci de votre attention, merci pour vos questions. Et désolé pour tous ceux qui avaient la volonté, le souhait d'interroger le panel, mais malheureusement, nous sommes au bout du temps qui nous est imparti. Bon après-midi, à très bientôt. Merci.